enregistré. Voilà, donc ça, c'est bon pour moi. Normalement, vous devez voir la première présentation qui est là. On va pouvoir démarrer tranquillement. Donc, ce soir, j'ai voulu faire un petit webinar sur le thème de la saturation et de la désaturation. Donc, en gros, à répondre un petit peu à la question du pourquoi est-ce que nous faisons des paliers en plongée. Parce que j'ai senti qu'il y avait un petit peu des questions qui se posaient au moment de la présentation sur les ordinateurs, où effectivement, on s'est aperçu qu'on avait compris un petit peu l'objectif des ordinateurs, mais il nous manquait encore potentiellement quelques éléments pour pouvoir maîtriser et tous comprendre un peu mieux pourquoi est-ce qu'on pouvait être amené à faire des paliers. Donc là, je suis en train de me battre, vous ne le voyez pas, avec un truc, parce que j'ai une plus comme j'ai envie qu'elle s'ouvre, pour pouvoir faire filer mon diapo, mais c'est pas grave, il file, donc ça va. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler du pourquoi on fait des paliers en deux parties. Une première partie qui va vous donner des notions sur qu'est-ce que la saturation et la désaturation en plongée, et une autre partie qui sera un petit peu plus pour vous expliquer un modèle de décompression utilisé dans quasiment une bonne partie de tous nos systèmes de décompression, qui est le modèle haldanien. Là, et maintenant ça marche plus, bien évidemment. Tac, 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 tac. Pourquoi ça marche plus? Tac, tac. Hop, hop, non, toujours pas. Et voilà, maintenant ça file plus. Si, c'est bon, ça file. Du coup, petit rappel, la dernière fois, je vous avais mis une super vidéo pour le rappel, une petite vidéo de C'est pas sorcier sur qu'est-ce qu'était la pression. Donc ceux qui étaient là, vous avez vu la vidéo. Ceux qui n'étaient pas là, la pression, je vous ai pas remis la vidéo histoire de ne pas faire de redite. La pression, c'est toujours une force qui va s'exercer sur une surface. Et la pression, elle est toujours exprimée en bar quand on est en plongée. En plongée, on parle toujours de pression en bar. Et ça représente 1 kg par centimètre carré. La surface étant exprimée en centimètres carrés. Donc la pression, 1 kg sur 1 centimètre carré, c'est équivalent à un bar. Et ça, c'est la pression qui est un des éléments qui influe énormément de choses quand on est en train de pratiquer notre activité favorite. La formule de la pression, c'est égal F sur S, une force divisée par la surface. Et ça, c'est ce qui s'applique en permanence en plongée. Donc la pression, quand on est en surface, je vous rappelle qu'elle est équivalente à la pression atmosphérique, qui est due au poids de l'air qu'on a au-dessus de la tête. Et tout ça, ça représente une pression de 1 bar au niveau de la mer. Donc c'est ce qu'on appellera la pression atmosphérique, 1 bar. Et ensuite, on avait dit la dernière fois que quand on plongeait, on avait 1 bar de pression tous les 10 mètres qui venait nous appuyer dessus. Et à chaque fois qu'on descend de 10 mètres, on a 1 bar de plus qui s'exerce. Donc à 10 mètres, j'aurai 1 bar de pression atmosphérique plus le bar lié aux 10 mètres d'eau que j'ai sur la tête, ce qui fera qu'à 10 mètres, j'aurai 2 bars de pression autour de moi. Et à 20 mètres, j'aurai 2 bars de pression d'eau plus 1 bar de pression atmosphérique, ce qui me fera bien mes 3 bars de pression. Donc ça, c'est ce qu'on avait pu voir ensemble. La pression hydrostatique, 1 bar tous les 10 mètres, et la pression absolue qui est égale à la pression atmosphérique plus la pression hydrostatique. Donc là, ce qui va être important simplement de retenir, c'est cette notion aussi de pression absolue. La pression absolue, c'est bien la pression à laquelle on va se trouver à un moment donné au cours de notre plongée. On est en surface sur le bateau, la pression absolue, c'est la pression atmosphérique, vu qu'il n'y a pas de pression liée à l'eau. Et puis, à mesure qu'on va descendre, plus on aura de pression hydrostatique qui va se... Et à ce moment-là, l'autre pression absolue va être en fonction de notre profondeur. Voilà, je pense que c'est un sujet qui est relativement simple en soi. C'est 1 bar tous les 10 mètres en plus de la pression atmosphérique. Au niveau de ce qui se passe dans notre plongée, il va falloir qu'on comprenne quelques notions avant de pouvoir comprendre vraiment pourquoi on fait des paliers. Donc, on a parlé de la pression qu'il pouvait y avoir. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est qu'est-ce qui se passe dans un gaz, en fait. La pression dans un gaz parfait, c'est un gaz qui n'est constitué que d'un seul élément. On va dire un gaz parfait, par exemple, c'est une bouteille, dedans, il n'y a que de l'oxygène, ou il n'y a que du CO2 si c'est un extincteur, ou il n'y aurait que de l'azote si c'était une bouteille remplie d'azote. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait un gaz parfait, où on voit tous les petits points bleus sont des molécules de ce gaz dans un contenant, ici, qui est un contenant que j'ai dessiné en gris, mais voilà. Un gaz, c'est beaucoup de vide, beaucoup de rien,
des molécules qui n'ont aucune interaction entre elles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées, elles sont libres de se bouger et de vivre leur petite vie de molécules comme elles veulent. Et ces molécules, elles vont se déplacer dans tous les sens, en fait. En fait, le fait qu'elles se déplacent dans tous les sens vont faire qu'elles vont venir choquer les parois du contenant dans lequel elles sont. Donc, elles vont taper sur les parois et la pression, bah, ça va être la somme de tous ces petits chocs sur les parois qui va générer une pression à l'intérieur de notre volume. Donc, en fait, plus on va mettre de molécules, plus il y aura de molécules qui vont taper sur les parois du bloc et plus la pression va monter à l'intérieur de notre petite boîte. Je vois qu'il me manque tous les sens là-haut. Si on regarde ce qui se passe quand on n'est plus dans un gaz parfait, c'est-à-dire un gaz qui est mélangé, donc un mélange gazeux, l'air par exemple qu'on respire est un mélange gazeux dans lequel on va trouver du dioxygène, ce qui nous intéresse plutôt dans l'air qu'on respire, puis on va trouver aussi du diazote, et puis on va trouver aussi tout un tas d'autres petits gaz qui nous intéressent peu. Il y a un petit peu de CO2 et puis pas mal d'autres petits gaz qui nous intéressent. J'ai envie de dire pour l'instant pas du tout quand on est en plongée. C'est vraiment pas le sujet. C'est vraiment pas un sujet qui nous intéresse en plongée. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que dans l'air qu'on respire, il y a surtout de l'air et de l'azote. Alors ici, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit raccourci, c'est de se dire qu'en gros, dans l'air qu'on respire, il y a 20% d'oxygène et 80% d'azote, ce qui n'est pas tout à fait vrai. On est plutôt à 21% d'oxygène et 79% d'azote, mais le fait de prendre ce ratio-là va simplifier énormément de choses au niveau des calculs, et c'est une petite approximation qui ne joue pas un grand rôle sur tout le reste. Donc en fait, 20% d'oxygène, regardez dans la petite boîte grise qui est à côté, donc le petit présenté, on va retrouver 2 molécules rouges qui seraient des molécules de dioxygène, et 8 molécules bleues qui seraient les molécules de diazote. On est bien dans la proportion de 20% d'oxygène et 80% d'azote. Et la pression dans ce gaz-là, en fait, quand toutes ces petites molécules vont se mettre à bouger, elles vont toutes venir taper sur les parois aussi, tout autant qu'elles sont. Donc il y aura 20% de molécules d'oxygène qui vont taper sur les parois, et puis il y aura 80% des molécules qui taperont seront des molécules d'azote. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? Parce que ce qui va être important de comprendre là-dedans, c'est que finalement la pression complète de mon gaz, donc la pression totale de l'air, ça va être composé en réalité de 2 pressions partielles. La pression partielle de l'oxygène et la pression partielle de l'azote. Ce qu'on remarque du coup, 80% des chocs du ON2, 20% des chocs du HALO2. Donc on va en déduire que la pression totale du gaz, c'est la somme des pressions partielles de chaque gaz. Donc ici, à un bar de pression, la PPO2, et on appellera ça PP, PP qui veut dire pression partielle. La pression partielle d'O2 sera de 0,2 bar, et la pression partielle de N2, donc le diazote, sera de 0,8 bar dans le cas d'une bouteille ou d'un bloc ou d'un contenant d'air qui aurait de l'air à un bar de pression. Si on regarde ce qui se passe quand on vient s'amuser à comprimer tout ça, la pression partielle à 1 bar ou la pression partielle à 2 bars, normalement ça devrait être voilà, 2 bars, à 2 bars, on a 2 fois plus de molécules dans le volume. Si vous vous amusez à compter, 4 petites boules rouges et vous avez 16 petites boules bleues, alors que de l'autre côté, on a 2 boules rouges et 8 petites boules bleues. Cette pression partielle à 1 bar ou cette pression partielle à 2 bars, en réalité, pour pouvoir la mesurer, c'est toujours pareil. On vient mesurer les chocs des petites boules. Et vous imaginez bien que quand il y a plus de petites boules, ça tape un peu plus fort. Notamment, là, pour le coup, 2 fois plus fort. Et qu'est-ce qui va se passer au final dans tout ça, si on veut essayer d'en déduire quelque chose? On a dit tout à l'heure que quand on était à 1 bar, de pression pour l'air, on va se retrouver avec une pression partielle d'O2 de 0,2 bar et une pression partielle de N2 de 0,8 bar. Et du coup, quand on est à 2 bars de pression, notre pression partielle de O2 est montée, elle est montée en x2 aussi, elle est montée à 0,4 bar, parce qu'on voit bien qu'il y a 4 petites boules rouges qui viennent taper, donc c'est bien cet équivalent-là, et on est à une ppn2 de 1,6 bar. Donc autant pour l'oxygène, ça ne monte pas très vite, mais par contre, pour la ppn2, on s'aperçoit finalement que la pression partielle d'azote, elle, va monter très très vite en fonction de la pression à laquelle on va se trouver. Du coup, les pressions partielles au niveau de la loi de Dalton, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire? Alors Dalton, c'est un des
des grands savants qui a réussi à mettre en évidence ça. Hein. Il a mis en évidence que les pressions partielles, bah, c'était le pourcentage du gaz qui était contenu dans un mélange qui allait nous donner finalement bah, la pression partielle du gaz. Donc ici, bah, ce qu'on voit, c'est que la pression partielle du gaz, c'est égal à la pression absolue à laquelle on va mettre ce gaz-là, 1 bar, 2 bars, 3 bars, 10 bars, 20 bars, et on va multiplier ça par le pourcentage de ce qu'il y a dedans, et ça va nous donner une pression partielle, la pression qui correspond au nombre de chocs sur les parois qui sont liées à cette molécule-là précisément. Donc ça, c'est une première grande étape qu'il faut réussir à comprendre, cette notion de pression partielle. Donc Didier ne m'ayant pas arrêté, je pense qu'il ne doit pas y avoir de questions trop compliquées sur ce sujet-là. Du coup, on va continuer. Ensuite, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est une notion qu'on va appeler la dissolution. La dissolution, c'est le fait que bah, il va falloir admettre finalement qu'un gaz passe à travers un liquide et qu'il va y avoir des échanges qui vont se passer entre l'air qui est contenu au-dessus d'un liquide et le liquide en lui-même. Alors ici, vous voyez plein de petites boules. J'ai mis des boules d'oxygène, les boules rouges, des petites boules bleues qui sont des boules de CO2, parce que notre petit poisson, bah, il fait du CO2. Et puis, on voit ici aussi quelques boules qui seraient des boules de diazote. Alors, dans un premier temps, pour nous aider à comprendre la dissolution, on va enlever les petites boules d'azote. Ces petites boules d'azote, elles vont nous perturber sinon. Donc, on va les enlever parce que le petit poisson, les petites boules d'azote, lui, pour l'instant, il s'en fout. Le plongeur fera des trucs avec, mais le petit poisson, lui, il s'en fout. Donc, ce petit poisson-là qui est dans l'eau, il va pendant qu'il est en train d'évoluer, bah, il va y avoir des échanges qui vont se faire. Vous voyez, les petites boules rouges, il y en a qui vont sortir de l'eau, d'autres qui vont rentrer dans l'eau. Pour le CO2, c'est la même chose. Et finalement, en permanence, il va y avoir des petites bouboules qui vont se balader entre l'état de surface qui est au-dessus et la flotte. Ça va chercher ce qu'on appelle un équilibre. En fonction de la pression qu'il y aura au-dessus, de la pression qu'il va y avoir dans l'eau, bah, il va y avoir un équilibre qui va se faire et ces petites bouboules, elles vont se balader. Si par contre, parce qu'on n'est pas vraiment sympa avec ce petit poisson, et il y a un chat, par exemple, qui aurait envie de bouffer le petit poisson, ça pourrait être une des raisons qui ferait ça, on s'amuse à disposer une assiette sur ce bocal. Et là, bam, le petit poisson, lui, il consomme de l'oxygène en permanence. Et à chaque fois qu'il consomme de l'oxygène, vous voyez, il fabrique des petites bulles de CO2. Donc tranquillement, il va recracher son CO2. L'oxygène qui est au-dessus de l'eau va pénétrer dans l'eau parce qu'il va falloir que ça cherche en permanence à s'équilibrer. Donc il va manquer d'oxygène dans l'eau, donc bah, l'oxygène qui est dessus va rentrer dans l'eau pour combler ce vide. Et puis au bout d'un moment, notre petit poisson, il va avoir bouffé tout l'oxygène. Et malheureusement, du fait qu'il n'y ait pas de renouvellement d'oxygène au-dessus de l'eau, bah, le petit poisson, il va se mettre à flotter sur le dos. Donc ça, c'est ce qui nous permet un petit peu de comprendre, et c'est un phénomène qu'on a potentiellement tous vu quand on allait chercher ou quand on a gagné un petit poisson à la fête foraine, fermé dans son sac en plastique, et qu'on n'a pas ouvert le sac en plastique suffisamment tôt, bah, le petit poisson, au bout d'un moment, il nage sur le dos, c'est qu'il a consommé l'oxygène qui était disponible dans l'eau, et puis bah, du coup, l'oxygène au-dessus s'est dissous à l'intérieur de l'eau pour que le petit poisson puisse y avoir accès. Mais le petit poisson, au bout d'un moment, bah, il a fini par tout manger, et puis le petit poisson, bah, il n'avait plus d'air. En tout cas, plus d'oxygène. Cette notion de dissolution qu'on vient d'expliquer, à travers le petit poisson et sa consommation en oxygène, la loi de Henry, alors Henry, c'est pareil, c'est encore un grand mamamouchi qui a regardé tout un tas de choses, et Henry, lui, il en a fait une loi, et cette loi, elle nous dit quoi? Elle nous dit, elle est assez violente, elle nous dit, à température constante et à saturation, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression de ce gaz au-dessus du liquide. Donc ça veut dire qu'en gros, bah, à saturation, c'est-à-dire que l'état d'équilibre a été trouvé entre le gaz qui avait en dessus du liquide et le gaz qui est dissous dans le liquide. À ce moment-là, on est à saturation, il y a un équilibre qui s'est créé. Et ben la tension qu'on va avoir dans le liquide va être proportionnelle à ce qu'il va y avoir au-dessus. Donc, c'est-à-dire s'il y a 0,2 bar d'oxygène dans l'air au-dessus, il y aura 0,2 bar de tension d'oxygène, finalement, qui vont être dissous à l'intérieur de ce liquide-là. Donc ça, c'est la loi de Henry qui nous le dit. Et en permanence, il va y avoir un équilibre qui va chercher à se faire, et on va appeler ça de la saturation ou de la désaturation, si jamais on est sur un phénomène où ça sort du liquide. Donc la loi de Henry, bah, vous avez bien compris qu'elle joue un rôle primordial en plongée, car c'est elle qui va nous permettre de déterminer finalement la quantité d'azote qu'on va avoir
à l'intérieur de l'organisme suite à notre plongée. Parce que le petit poisson, on a dit que l'azote, il s'en foutait. Mais nous, l'azote, on ne va pas s'en foutre parce qu'elle va évoluer en fonction du temps de plongée qu'on va avoir et de la pression absolue à laquelle on va se retrouver, en fait. Voilà. Donc, on a différents états de saturation dans l'organisme. Les états de saturation qu'on va avoir, finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cette notion. Le gaz qui est dissous dans un liquide ou dans un élément contenant du liquide, plus ou moins liquide, on va appeler ça la tension du gaz. Et le gaz qui est libre, on appellera ça une pression partielle. Ça, c'est ce qui va nous permettre de faire la différence entre le gaz libre et le gaz dissous. D'accord ? L'organisme, l'être humain étant considéré, étant constitué entre 75 et 80% de liquide, et bah, du coup, on considérera que le corps humain, finalement, ça se comporte un petit peu comme un liquide aussi. À saturation, le terme être saturé, ça veut dire que la tension de gaz dissoute est égale à la pression partielle à laquelle il va être exposé. C'est-à-dire que là, tous, devant notre écran d'ordinateur, on a une tension d'azote dans notre organisme qui est égale à 1 bar, parce qu'on a 1 bar autour de nous. Donc, comme on a 1 bar autour de nous, on a 0,8 bar d'azote et 0,2 bar d'oxygène. Donc, du coup, notre tension en azote, elle est de 0,8 bar dans nos veines en ce moment. On a 0,8 bar d'azote qui se balade. Et on a aussi 0,2 bar d'oxygène qui se balade. Alors ça joue un petit peu, ça bouge en permanence à mesure qu'on respire, mais l'azote, comme notre organisme n'en fait rien du tout, bah finalement, en permanence, on a 0,8 bar. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et ça tourne tout le temps. Et il ne se passe rien, on est à saturation et tout va bien. En plongée, on va se retrouver finalement à descendre au fond de l'eau. Quand on va descendre au fond de l'eau, la pression absolue va monter. Et quand la pression absolue va monter, ben on va se retrouver dans un état de sous-saturation. C'est-à-dire que la pression partielle d'azote qu'il va y avoir autour de nous, celle d'oxygène aussi, mais notamment celle d'azote, va être bien supérieure à ce qu'on aura en tension à l'intérieur de l'organisme. Et du coup, on sera dans ce qu'on appelle de la sous-saturation. Ensuite, à un moment donné, on va avoir fini notre plongée, on va avoir accumulé une partie de cet azote, et quand on va remonter, bah, ça va être l'inverse. On aura un peu plus d'azote dans l'organisme, finalement, que la pression partielle qu'on aura retrouvée, peut-être l'équivalent de 0,8 bar, parce qu'on sera de nouveau en surface. Et à ce moment-là, on sera dans ce qu'on appelle une sursaturation, et c'est peut-être par là qu'il va falloir envisager de faire des paliers. Et puis si jamais vraiment on remonte trop vite ou qu'on fait un peu n'importe quoi, on pourrait se retrouver dans une situation de sursaturation critique, ce qui pourrait provoquer un dégazage incontrôlé. Alors pour bien comprendre tout ça et comment ça peut être véhiculé au niveau de notre organisme, je vous ai mis une petite vidéo qui va expliquer comment finalement tout ça va être distribué dans notre organisme. Il n'y a pas le son, Nico. T'as pas le son là? Non. Alors attendez, bougez pas. Ça a marché il y a 5 minutes, du coup ça ne remarche plus. Hop, on va faire comme ça. Tac. Je vais couper la présentation juste 2 secondes. Donc là, normalement, vous ne voyez plus rien. Je vais essayer de repartager ça. Hop. Je vais partager ça en incluant le son. Screen 2. Et du coup, je vous remets la vidéo. C'est bon. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser dans le même temps du dioxyde de carbone. Lorsqu'on inspire, l'air entre dans le nez, puis traverse les voies nasales, le pharynx et le larynx. Il descend par la trachée et atteint les bronches, petites voies respiratoires qui se divisent en voies plus petites, les bronchioles. Aboutissant aux alvéoles, petits sacs fragiles en forme de grappe. L'air pénètre donc dans les poumons jusqu'au fond des alvéoles. Et c'est là que se produisent les échanges gazeux entre l'air et le sang. C'est-à-dire que le dioxygène quitte l'air pour passer dans le sang
et le dioxyde de carbone s'échappe du sang pour être rejeté dans l'air. Il est ensuite expulsé dans l'atmosphère par l'expiration. Les échanges se font au niveau des capillaires, vaisseaux sanguins très fins qui tapissent la paroi des alvéoles. Les alvéoles étant au nombre de 600 à 800 millions, la surface totale de contact entre l'air et le sang dans les poumons avoisine les 100 mètres carrés, soit l'équivalent de la surface d'un terrain de tennis. La grande taille de cette surface d'échange alvéolaire, richement vascularisée, augmente la quantité de dioxygène entrant dans le sang. Le sang, qui était pauvre en dioxygène à l'entrée des alvéoles, en ressort enrichi. Il quitte les poumons par la veine pulmonaire pour aller irriguer les différents organes du corps. Il retourne dans le cœur qui, agissant comme une pompe, le propulse à travers le système sanguin afin que le dioxygène soit distribué à tous les organes. Et c'est au niveau des cellules des organes que s'opère l'échange inverse de celui des poumons. Le sang délivre le dioxygène nécessaire au métabolisme cellulaire. Sa consommation par la respiration cellulaire libère un déchet, le CO2, qui, récupéré par le sang, est reconduit aux alvéoles pulmonaires. En somme, le rôle du système respiratoire est donc d'une part de capter le dioxygène de l'atmosphère afin de le distribuer dans le sang, d'autre part d'extraire le CO2 du sang pour l'expulser dans l'atmosphère. Donc, à travers cette petite vidéo, ce qu'on peut vous... Là, je m'énerve sur ma souris. Hop, voilà. À travers cette petite vidéo, ce qu'on arrive à voir un petit peu, c'est le fonctionnement finalement du système ventilatoire pour un terrien, quelqu'un qui respire de l'air en surface, où les seuls échanges gazeux qui se passent au niveau de ses poumons sont des échanges entre l'oxygène qu'on a besoin pour nos cellules, et le CO2 qui est produit, qui doit ressortir. Quand on est en plongée, il va y avoir exactement ces mêmes phénomènes qui vont toujours se passer pour l'oxygène et pour le CO2. L'organisme consommant de l'oxygène, fabriquant du CO2, donc on va consommer l'oxygène qui rentre dans les alvéoles, le transformer, et on va le métaboliser finalement pour le transformer, le faire sortir en CO2, et ça en général ça se passe bien, et ça ne pose pas beaucoup de problèmes en plongée. On parlera potentiellement de la pression partielle d'oxygène un peu élevée, qui peut poser quelques soucis, notamment lors des plongées au nitrox, parce que là, on va finir par se retrouver avec des pressions partielles d'oxygène qui vont être très élevées au niveau des poumons. Mais ce n'est pas la problématique au niveau des paliers. Pendant qu'on va plonger, ce qui va se passer, c'est que dans le sang, il ne va pas y avoir beaucoup de tension d'azote, et il va y en avoir beaucoup plus dans les alvéoles. Et ce que vous avez pu voir là dans cette petite vidéo, il va y avoir aussi de l'azote qui va passer dans l'organisme du plongeur à travers les parois des alvéoles, et qui vont être véhiculés par le sang à l'ensemble de nos cellules. Donc plus il y aura de sang qui va passer, plus il y aura de pression, donc il va y avoir beaucoup d'azote qui va rentrer, plus la pression va être importante, plus l'azote va rentrer, et ensuite le sang. Donc les endroits où il y aura beaucoup de sang, il risque d'y avoir beaucoup d'azote, et les endroits où il y aura un peu moins de sang, là où il y a un petit peu moins de petits vaisseaux qui se passent, il y aura un petit peu moins d'azote. Cet azote va partir, et dans les cellules, comme il y a moins d'azote aussi dans les cellules, ça va passer finalement des cellules du sang vers les cellules. Et on va être dans une phase de saturation de l'organisme en azote. Et au moment où on va remonter, ça va être l'inverse. La pression va baisser dans les poumons, et à ce moment-là, tout ce petit équilibre va se faire dans l'autre sens. Donc le sang va véhiculer l'azote jusqu'aux poumons pour pouvoir le laisser sortir. Si on regarde ce qui se passe... je suis en train de repartir. J'ai du mal avec ma souris aujourd'hui. Si on regarde ce qui se passe finalement en plongée, quand on était en surface, on avait une tension qui est TN2 qui était égale à ppN2. Puis quand on va descendre, la TN2 va devenir inférieure
à la ppn2. La TN2 étant dans le plongeur, la ppn2 étant dans le gaz qu'on respire. Et là, on va voir que petit à petit, vous avez les petites bulles qui sont passées de ce qu'on respire et qui sont passées se stocker dans le plongeur. Donc là, le plongeur est en sous-saturation au moment de sa descente. Puis, au cours de sa plongée, eh ben, la TN2 va tendre vers une saturation. C'est-à-dire que ça va essayer de s'équilibrer de façon à ce qu'on soit pareil entre ce qu'on respire et ce qu'on a dans l'organisme. Donc petit à petit, le temps que le sang arrive à véhiculer tout ça, le temps que l'azote arrive à passer à travers les alvéoles, arrive à se véhiculer, se stocker dans nos cellules, petit à petit, on va essayer de tendre vers un équilibre. Ça, c'est ce qui se passe durant tout le temps de notre plongée. Donc plus la plongée sera longue, plus on aura le temps de stocker une partie de l'azote, et plus ça sera profond, plus il y aura une ppn2 élevée, plus il y aura une quantité d'azote importante qui va aussi venir se dissoudre dans notre organisme. Au fur et à mesure qu'on a fait ça, on a fait notre plongée, puis à un moment donné, on décide que c'est la fin de la plongée, il va falloir remonter. Au moment où on remonte, on va voir que la ppn2 va baisser. Vous voyez, il y a de moins en moins de petites bulles dans ce qui est relié au détendeur, là, et de moins en moins de petites bulles. Du coup, il va y avoir un déséquilibre inverse, c'est-à-dire que la tension d'azote dans l'organisme va être plus importante que la ppn2. Et là, les petites bulles, elles vont s'échapper tranquillement par le détendeur avec la respiration de notre plongeur. À un moment donné, on va se retrouver au palier. Et au palier, le temps qu'on va être au palier, on va continuer, en respirant, à faire sortir les petites bulles. Vous voyez, elles s'en vont tranquillement. Et pendant toute la durée du palier, on va continuer à faire sortir nos bulles de façon à désaturer notre organisme en azote pour pouvoir, tranquillou, essayer de se retrouver à monter sur le bateau en n'étant pas trop chargé à l'intérieur. L'idée, c'est qu'on ne soit pas trop chargé. Puis, on va remonter, on va être sur le bateau. Et une fois qu'on est sur le bateau, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a encore un petit peu d'azote dans l'organisme, et petit à petit, ça va s'équilibrer. Et même sur le bateau, on va continuer. Vous voyez, une petite bulle qui vient de partir. Même sur le bateau, on va continuer à désaturer tranquillement. Ça, c'est ce qui se passe en gros quand tout va bien. Si jamais ça ne va pas bien, qu'on fait une rupture de saturation critique, beaucoup trop finalement de chute de l'azote, et la chute d'azote dans ce qu'on respire est beaucoup trop rapide, et on en a beaucoup trop dans l'organisme. Et si vous avez vu, hop, au moment où il y a eu la rupture de palier, on a ce qu'on appelle un dégazage anarchique, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de bulles qui vont se former et on n'aura pas le temps de les évacuer. Et potentiellement, c'est ce qui peut entraîner un accident de plongée. D'où l'importance de faire nos paliers pour éviter de se retrouver avec un dégazage anarchique et qu'on n'ait pas le temps, que les petits globules n'aient pas le temps d'amener les bulles au niveau du filtre pulmonaire pour les faire sortir tranquillement. Donc en résumé, si on regarde ce que c'est que la saturation en azote durant la plongée, elle va dépendre de plusieurs facteurs. Elle va dépendre d'un premier facteur qui est lié à l'augmentation de la ppn2, qui va augmenter en fonction de la profondeur. Donc plus la pression absolue dans laquelle on va se trouver va être importante, plus la ppn2 va être importante. Donc plus on descend, plus l'azote va se dissoudre rapidement dans l'organisme. Et puis, la dissolution en étant, je suis désolé, il y a petit qui s'est énervé, la dissolution n'étant pas instantanée, c'est-à-dire que la mise en équilibre, ça ne se fait pas de manière spontanée, il faut un certain temps, la durée de plongée va aussi influer énormément sur la quantité d'azote qu'on va dissoudre dans notre organisme. Donc plus on plonge profond et plus on plonge longtemps, plus on va avoir besoin de faire des paliers. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite interruption ici sur la présentation, le temps de poser potentiellement quelques questions. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Il n'y a pas de questions? Non, au niveau du chat, à part des questions cons, il n'y a pas eu grand-chose. Si, j'ai une question, mais je ne sais pas si elle est bête ou pas, mais je la pose quand même. Il n'y en a aucune. Du coup, donc j'ai bien compris cette histoire d'équilibre, mais est-ce que ça veut dire qu'un homme un peu grand, costaud, qui a plus de sang qu'une femme, par exemple, va mettre plus de temps à désaturer, à la remonter, ou pas du tout? Alors, du coup, ta question est loin d'être bête. En réalité, entre un homme très costaud et une femme pas costaud du tout, la quantité de sang, elle va varier que de très peu. En réalité, on va avoir un volume entre 5 et 6 litres de sang, en fonction qu'on soit très grand, très costaud, ou qu'on soit tout petit et tout maigre. Et le volume de sang est sensiblement le même. Ce qui fait le volume, ça va plutôt être une quantité potentiellement de masse graisseuse qu'on va pouvoir stocker autour. Moi, j'ai commencé à prendre un petit peu de volume comme ça, mais ça ne m'a pas augmenté ma quantité de sang. Donc, du coup, ça ne pose pas de gros problèmes.
Par contre, là où tu as raison, c'est que chaque organisme est différent. Et ça peut me permettre de faire une belle transition sur la suite et sur la notion de modèle mathématique. Quand on parle de désaturation, c'est que on ne peut pas savoir exactement chaque organisme combien il a saturé de manière très précise. C'est très compliqué ça parce que effectivement, on n'a pas exactement la même quantité de sang, on ne va pas avoir exactement la même morphologie, plus de gras, plus de muscles, moins de muscles. Le cœur va battre plus ou moins vite, on va respirer plus ou moins vite au cours d'une plongée. C'est tous ces éléments qui vont influencer aussi en partie le taux de saturation qu'on va avoir et la quantité d'azote qu'on va assimiler au cours d'une plongée. C'est pour ça qu'on est bien sur des modèles mathématiques et on n'est pas sur. C'est pas une science exacte en fait la saturation. On ne peut pas vous dire à un instant T, tu as exactement cette dose-là d'azote. C'est quelque chose qu'on va pouvoir calculer et estimer, mais ça restera une estimation. Et c'est pour ça que l'état de forme ou de stress peut jouer aussi globalement sur Exactement. tout le système en fait. Exactement. Exactement. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y aurait Merci. plus d'azote chez un Nico que chez un Titi. Exactement. Il pourrait y avoir plus d'azote chez un Nico que chez un Titi, mais là, Titi, c'est lui qui a dû poser la question. Si j'ai plus d'azote chez moi, c'est parce que j'ai plus de masse graisseuse pour la stocker. Titi, il n'a pas beaucoup de place pour stocker tout cet azote. Merci. Avez-vous d'autres questions sur ce sujet ou on essaie d'expliquer une partie, les modèles aldaniens? C'est mon plus gros défi, celui-là, hein, d'arriver à vous simplifier le modèle aldanien. Bon, si visiblement, s'il n'y a pas de questions tout de suite, il y en aura peut-être tout à l'heure. Nico, juste, excuse-moi, là, tu as expliqué, donc il y avait un dégazage anarchique des bulles, etc. Est-ce que tu parles à un moment donné de ce qui se passe réellement dans le corps quand il y a des bulles? Non. Sans rentrer dans tous les symptômes, mais parce qu'en fait, c'est pas des bulles qui sortent à travers la peau et qui sortent telles quelles, quoi. On n'est pas perméable. On est bien d'accord. Non, j'ai pas expliqué le phénomène de l'accident de plongée à travers ça. C'était plutôt, dans mon idée, plutôt quelque chose que Thierry aborderait avec la chaîne des secours. D'expliquer simplement. Après, si on veut expliquer simplement, c'est que les bulles vont se former du coup dans le circuit, la plupart du temps dans le circuit sanguin. Et ces bulles-là peuvent venir boucher du coup un des tuyaux. Et à partir du moment où il y a une bulle dans un tuyau où il y a du sang derrière, le sang, quand il est au contact de l'air ou quand il est au contact d'une bulle, le seul truc qu'il fait, c'est une petite croûte pour que ça arrête de saigner. Donc ce qui risque de se passer, c'est que ça vienne boucher un vaisseau. Et en bouchant ce vaisseau, parce que cette bulle est apparue dans la tuyauterie, en bouchant un vaisseau, ça va ne plus irriguer tout ce qui est derrière. Donc ça, c'est une des premières formes d'accident de plongée, c'est-à-dire que ça vient obstruer des vaisseaux sanguins. Ensuite, les bulles, elles peuvent se former dans d'autres parties du corps, avant même d'être rentrées dans le système sanguin. Elles peuvent se former et apparaître dans les endroits où on a saturé. Et ces bulles-là, elles peuvent venir comprimer un nerf et du coup provoquer un petit problème au niveau du système nerveux. Elles peuvent venir se loger dans un endroit, dans une oreille et provoquer des déséquilibres. Voilà. Après, ça reste encore un vaste sujet de vous expliquer ce que peut être un accident de plongée. Et la formation de ces petites bulles qui effectivement ne s'échappent pas du corps, c'est plus que ces petites bulles vont se diffuser partout dans l'organisme. Et en fonction de là où la bulle va se mettre, elle va être plus ou moins pathogène et provoquer quelques désagréments, on va dire. Donc l'objectif, c'est de bien comprendre comment on sature et on désature pour pouvoir faire en sorte de bien respecter nos paliers et faire en sorte de se donner tous les moyens pour éviter de se retrouver sur un dégazage anarchique et un phénomène d'accident de plongée, en fait. Ça a répondu à la question de Didier? Oui, très bien, merci. Donc, je pensais que tu savais ça, Didier, quand même. Hop, je vous repartage du coup pour la deuxième partie de cette présentation, où maintenant qu'on a compris un petit peu ce que c'était que la saturation et la désaturation, on va rentrer dans une explication. Je vais tenter de vous expliquer le modèle aldanien. Donc modèle, pourquoi un modèle? Parce que c'est un modèle mathématique. C'est Haldane, il a fabriqué un appareil de décompression pour faciliter l'aide aux plongeurs. C'est la Royal Navy qui lui avait commandé ça. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'était de réussir à faire en sorte qu'on arrive à mieux gérer la décompression des marins de la Royal Navy. Donc c'était des Anglais. Et du coup, lui, ce qui lui a permis, cet appareil qu'il a mis en place, ces études qu'il a mis en place, permettaient d'arriver à faire une décompression à l'air jusqu'à 65 mètres de profond. Et il a fait énormément d'expérimentations animales, finalement, pour réussir à en déduire ce modèle mathématique.
À l'époque, c'était sur des chèvres, c'est-à-dire qu'ils mettaient des chèvres sous pression, et en fonction de comment ils désaturaient ces chèvres, et ben, ils regardaient si les chèvres arrivaient encore à courir, ou si les chèvres tombaient toutes raides, ou avaient des problématiques et des choses qui étaient arrivées suite à la pression. Pourquoi des chèvres? Parce qu'à l'époque, ils pensaient que les chèvres, c'était ce qui représentait et ce qui était le plus assimilable au corps humain. Donc il y a eu énormément de tests qui ont été faits sur les chèvres d'Aldan. D'ailleurs, certains de nos plongeurs sont une des promotions qu'ils ont appelées les chèvres d'Aldan, en hommage justement à ces recherches et à ces pauvres bêtes. Hop. Du coup, le modèle d'Aldan, il y a quelques hypothèses qui ont été faites parce que forcément c'est un modèle mathématique, donc Aldan s'est permis quelques raccourcis assez importants en fait. Il est parti sur le fait que c'était un modèle par perfusion, c'est-à-dire qu'on saturait en fonction de la quantité de sang qui arrivait au niveau de nos cellules. Donc ce que je vous ai dit un peu tout à l'heure, quelque chose qui n'a pas beaucoup de vaisseaux sanguins qui lui amènent de l'oxygène ou qui lui amènerait du CO2, va saturer beaucoup moins que quelque chose qui a beaucoup de sang qui arrive dessus, qui va pouvoir lui amener beaucoup d'azote. Donc c'est un modèle qu'on dit par perfusion. Plus il y a de sang qui arrive, plus l'organe ou le tissu, en tout cas qu'on considère, va se saturer rapidement, on va dire. Ça, c'est une hypothèse qui a permis de réaliser un modèle mathématique simple et suffisamment efficace pour qu'on puisse s'en servir encore aujourd'hui dans nos ordinateurs de plongée. Pour beaucoup, sont issus des modèles aldaniens. Il n'y a pas que ça comme hypothèse qui ont été mis. On a une hypothèse que l'équilibre alvéolaire est instantané. L'équilibre qui se passe au niveau des alvéoles des poumons se fait de manière instantanée. Il n'y a pas de temps de latence en fait entre le moment où ça traverse. Et l'équilibre tissulaire aussi se fait de manière instantanée. C'est-à-dire que ce qui se passe entre l'alvéole et le sang, c'est tout de suite. Les petites molécules passent tout de suite. Et ce qui se passe entre le sang et la cellule, ça se passe de manière instantanée. On n'a pas pris de temps pour traverser tous ces tissus-là, en fait. Et il a aussi fait une autre hypothèse, c'était qu'on pouvait représenter le corps humain dans des tissus type anatomique en se disant, voilà, par exemple, ce truc-là, il y a vachement de sang qui arrive dessus, il y a vachement, donc ça va être un tissu court, et puis l'autre, ça sera un tissu plus long parce qu'il n'a pas beaucoup de sang. Donc il a regroupé des familles d'organes, en gros, des familles voilà, des familles d'organes, on pourrait dire, de tissus anatomiques en tout cas, pour les regrouper dans des catégories qu'il a appelées des compartiments. Voilà. Et la dernière hypothèse qu'il a fait, c'est qu'on saturait, l'organisme saturait exactement de la même façon qu'il allait désaturer. C'est-à-dire que s'il me faut tant de temps pour saturer, il me faudra tant de temps pour désaturer, et le phénomène va se faire exactement de la même façon. C'est même pas spécialement une histoire de temps, vous verrez, puisque le temps, au contraire, est plutôt modifié, mais c'est surtout que ça va se passer dans les mêmes conditions. La saturation, la désaturation, c'est la même chose pour Aldan. Du coup, si on regarde, Aldan, le corps composé de compartiments théoriques plus ou moins perfusés, on va partir du coup dans le sens où il y a des tissus qui sont des tissus courts, des tissus qui vont être des tissus médians, qui vont être plus ou moins rapides, et puis des tissus qui vont être longs. Chaque compartiment d'Aldan pourrait représenter un ensemble de compartiments similaires. Donc là, je vous ai donné des indications, mais les indications, par exemple, sur un tissu court, de dire c'est le sang, les reins, les viscères, les médians seraient plutôt le système nerveux central, la peau, les muscles, qui mettraient un peu plus de temps. Puis les tissus longs, les os, les articulations, la graisse, c'est histoire de comprendre un petit peu que, voilà, en fonction d'un os, vous comprendrez bien qu'il y a beaucoup moins de sang qui arrive dessus pour l'irriguer, même si c'est un des endroits où le sang se fabrique, l'os, mais voilà. Ces tableaux sont une image, hein, voilà, ça permet de... C'est pas une réalité scientifique en tout cas. C'est juste histoire d'imager un petit peu mon explication. Tout ça, ça va se saturer de manière identique, mais sur une échelle de temps différente. Hein. C'est vu que c'est un modèle par perfusion, finalement les tissus courts vont se charger très rapidement et les tissus longs vont être beaucoup plus longs à se charger. Et quand on regarde, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Le vert étant la vitesse à laquelle ça se charge, mon tissu court étant chargé, vous voyez, le médian n'est pas encore chargé, et puis le long, il va lui falloir beaucoup plus de temps pour se charger. Et la désaturation, une fois qu'on est bien saturé, mince. Je l'avais fait en automatique, je n'avais pas besoin de cliquer. Hop. Est-ce que je vais m'en sortir? Là, là, là.
Là, voilà, du coup, ça sature. Donc la quantité de gaz dissous dans chacun d'eux dépend de la pression ambiante, du taux de perfusion qu'il va y avoir. Et ça va charger et ça déchargera, vous allez voir, ça va se descendre et ça va se descendre exactement de la même façon. C'est-à-dire que les rapides vont se décharger, les tissus courts vont se décharger rapidement, les médians un peu moins et les tissus longs vont être beaucoup plus longs pour se décharger. La quantité de gaz qui va se dissoudre dans chacun des compartiments ça va être représenté par ce qu'on appelle une période. C'est-à-dire qu'un compartiment, par exemple un compartiment court, on va dire que c'est un compartiment 5 minutes. On va considérer qu'en 5 minutes, il va se passer quelque chose dans ce compartiment. Puis un compartiment long, on va dire que c'est un compartiment de 120 minutes. Il va lui falloir 120 minutes pour qu'il se passe quelque chose dedans. Donc les compartiments sont notés par une période. Compartiment 5, compartiment 10, compartiment 20, etc. etc. Chaque compartiment étant défini par sa période, en fait. L'étape fédérale, celle qu'on pourrait être amené encore à utiliser pour plonger, en tout cas celles qui nous servent pour comprendre un petit peu ces phénomènes, et qui ont pendant très longtemps été des tables qui ont permis à la Marine nationale de plonger. Hein. Elles sont basées sur les tables de la MN 90, donc les tables de la Marine nationale faites dans les années 90. Ces tables fédérales, elles sont faites sur un modèle haldanien qui compte 12 compartiments. C'est-à-dire qu'elles sont basées, on a considéré que le corps était réparti en 12 compartiments différents qui allaient tous avoir un taux de perfusion qui était différent. Et les compartiments de période courte sont associés aux régions atomiques très vascularisées et peu denses. Les compartiments plus longs représentent les régions peu vascularisées et plutôt denses. De là, on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une période dans la saturation. Je vous ai dit que chaque compartiment était rattaché à sa période. Un compartiment 5 minutes, par exemple, ou un compartiment 10 minutes, ou un compartiment 120 minutes. Une période, ce temps-là, ça correspond au temps que l'azote va mettre pour dissoudre la moitié de ce qui lui reste, de ce qu'elle peut dissoudre. Vous voyez ici, il y a tout le rond, c'est tout neuf. Tout peut se dissoudre dans ce rond-là. En une période, on en aura dissous la moitié. 50% de la saturation qui était possible de dissoudre dans cet élément-là, ça aura mis 5 minutes. Puis dans les 5 minutes, si on prend le compartiment 5 minutes, bien évidemment, dans les 5 minutes qui suivent, ça va mettre encore la moitié de ce qui restait à dissoudre. Vous voyez ? Donc on aura atteint, finalement, en 2 fois 5 minutes, un taux de saturation de 75% de ce qu'on pouvait dissoudre au total. Et puis dans les 5 minutes qui suivent, on va encore prendre la moitié de ce qui pouvait rester à dissoudre dans la troisième période. Donc on va arriver dans 87,5% de la saturation, etc., jusqu'à temps qu'on arrive finalement à un taux de saturation de 100%. Et on estime que pour y arriver, il faut 6 périodes pour arriver à saturer un compartiment à 100% de ce qu'il était capable de prendre. Donc au début, un compartiment, il va prendre beaucoup plus vite, et puis petit à petit, il prend un peu moins, puis un peu moins, puis un peu moins, puis ça ralentit jusqu'à temps qu'il arrive à 100% de ce qu'il pouvait prendre, et il ne prendra plus rien. Donc ça, c'est une période. Une période correspond à la moitié de ce qui lui reste encore de possible à charger en fonction de la pression à laquelle il s'est trouvé exposé, mon compartiment. Si on regarde ce que ça peut représenter sur une courbe, on retrouve une première période, 50% de ce qui pouvait être saturé. Une deuxième période, on va aller à 75%. On voit que ça monte assez vite au début. Et puis petit à petit, ça se sature un petit peu moins vite, puis encore un peu moins vite. J'ai arrêté le dessin à 4 périodes, on aurait pu aller à 6 où on aurait atteint les 100% de saturation. Ça, c'est vraiment le phénomène, comment il désature. Haldane nous a dit que la désaturation est symétrique. Comme la désaturation est symétrique, ça veut dire qu'au moment où on arrête la plongée, si on arrête la plongée ici au bout de 4 périodes, la désaturation, ou au bout de 3, sur mon exemple, du coup j'avais pris 3, sur mon exemple, si on arrête la plongée au bout de 3 périodes, on va commencer à désaturer finalement la moitié de ce qu'on a en trop à désaturer. Et puis, on va désaturer dans la période qui suit, donc dans le deuxième temps, la moitié de ce qui restait. Puis la moitié de ce qui restait, puis la moitié de ce qui restait, jusqu'à temps qu'on ait désaturé au total et qu'on ait fait les 6 périodes de désaturation pour désaturer les 100% qu'on a accumulés. Donc ça se fait de la même façon, mais c'est plus long le phénomène de désaturation parce que pour désaturer les 100% de ce qu'on avait pris, il faudra bien arriver au bout des 6 périodes. Donc dans notre exemple, au bout de 3 périodes de désaturation, on voit qu'il nous reste encore de l'azote et pour les désaturer, celle-ci, il va nous falloir encore 3 périodes de temps
qui vont nous permettre d'arriver à notre saturation initiale. Ça peut se représenter, ça aussi, sur une espèce de courbe, où on voit nos 3 phases de saturation qui ont fait monter ce compartiment-là à 87,5% de saturation, et au bout de 3 périodes de désaturation, il reste encore de l'azote à l'intérieur. C'est pour ça que la plongée de l'après-midi, elle est un peu moins profonde que celle du matin, c'est qu'on n'a pas eu le temps de désaturer tout ça. Parce que si on prend un compartiment 5 minutes, 6 périodes, 6 x 5, 30, en une demi-heure, on est saturé à fond, et en une demi-heure, il est désaturé à fond. Donc on est à peine remonté sur le bateau, qu'une demi-heure après, finalement, on n'est encore pas descendu du bateau, que ce compartiment-là, on l'a nettoyé, celui-là, il est propre. Mais par contre, des compartiments qui sont plus longs, des compartiments 120 minutes, on aura, si on fait une plongée d'1 heure, on l'aura chargé même pas de 25%, mais il lui faudra bien 6 fois 120 minutes pour revenir à son état initial. C'est-à-dire que même si on n'en a pas mis beaucoup parce que c'était un compartiment très long, celui-là, il va lui falloir 12 heures pour pouvoir revenir à l'état initial et revenir comme si on n'avait pas plongé. Et si on accumule une plongée derrière, il va reprendre tout de suite un petit peu plus, puis tout de suite un petit peu plus. Si on regarde ce qui se passe au niveau des tables, si vous regardez cette animation, on voit la vitesse à laquelle se chargent les compartiments qu'on pourrait avoir dans une table. En bas, on a une flèche qui nous représente le temps de plongée, 5 minutes, 10 minutes. On voit que le compartiment 5, au bout de 10 minutes, est déjà à 75%. Et on voit que le compartiment 120 a à peine démarré. Au bout de 15 minutes de plongée, on aura fait nos 3 ou nos 4, parce que maintenant on est déjà à 20 minutes, nos 4 compartiments sur le C5. Et on arrivera tout juste à la fin du C20 qui aura fait sa première période. Et petit à petit, comme ça, on va voir que tous nos compartiments vont se charger tranquillement en azote au fur et à mesure de notre plongée. Bien évidemment, ça part du principe, pour être régulier à ce point-là, c'est qu'on est descendu sur une plongée carrée, on a exposé nos compartiments à une pression absolue qui est restée la même tout au long de la plongée, on n'a pas eu de variation. Les tables fonctionnent sur des principes de plongée carrée, on atteint une profondeur, on reste à cette profondeur et ensuite à la toute fin on va remonter. 55 minutes, on voit qu'on a déjà 3 compartiments qui sont complètement saturés et au bout de nos 60 minutes de plongée, le C15 n'est pas saturé complètement, il n'a pas réussi à faire toutes ces périodes de saturation. Le C20 est saturé finalement qu'à 25% de ce qu'il aurait eu au bout d'une heure de plongée. Mais maintenant, celui-là, le C20, quand on va ressortir de l'eau, il va lui falloir 12 heures pour redescendre jusque là en bas. Et puis, le C100, lui, il lui faudra 6 fois 100 minutes. Je n'ai pas fait le calcul comme ça, mais ça commence à représenter un petit peu de temps. Vous voyez ? Et ça, c'est comme ça que ça se passe au moment où on sort. Alors, vous allez me dire, oui, ok, on a chargé, mais qu'est-ce qui fait qu'on est obligé de faire des paliers ? Ce qui fait qu'on est obligé de faire des paliers, ça va être notamment lié à des problématiques de différence de pression. Donc, pour comprendre un petit peu tout ça, il y a un schéma qui est assez barbare, j'ai eu du mal à le simplifier un peu plus. Le TIN2, tout en haut, c'est notre tension. Le TI, c'est la tension initiale. C'est ce qu'on a tout de suite, maintenant. En ce moment, tous, on est à 0,8 bar. C'est comme si on était prêt à aller plonger. Inch'Allah, qu'on nous entende. Si on pouvait se retourner dans l'eau, on serait content. Mais en tout cas, notre tension initiale est de 0,8 bar. Là, tout de suite, tous ensemble, on est comme ça. Et ce qui va nous permettre de comprendre ce qui rentre à l'intérieur de notre organisme, la quantité qui peut rentrer dans l'organisme, finalement, ça s'appelle le gradient. Et le gradient, c'est la tension finale, TFN2, ce qu'on va trouver tout en bas de mon petit dessin ici, moins ce qu'on a au départ. La TFN2, c'est égal à la pression partielle qu'on pourrait avoir au fond. Et c'est tout ce qui pourrait rentrer si je restais à cette profondeur-là. Imaginez-vous ici, je suis à 20 mètres de profondeur. 20 mètres de profondeur, je me dis que je suis donc à 3 bars de pression absolue, fois 0,8. 0,8, rappelez-vous, c'est le pourcentage d'azote qu'on va avoir dans l'air. Donc ça me fait une pression partielle, quand je suis à 20 mètres, une pression partielle d'azote de 2,4 bars. Ces 2,4 bars, si je leur enlève, moi, ce que j'ai déjà, parce que je ne vais pas faire entrer tout, j'en ai déjà 0,8. Donc si à ces 2,4, j'enlève les 0,8 que moi j'ai déjà au départ, je peux faire rentrer au total, mon gradient de pression, c'est 1,6 bar. Et ces 1,6 bar, c'est tout ce que je vais pouvoir accumuler en plus si je reste jusqu'à temps que mon compartiment soit saturé au maximum. Si je fais 100%, je serai monté à 2,4 bars dans mon gradient. OK ? Donc ça va me permettre de calculer tout un tas de choses en fait. En fonction de mon taux de saturation qu'on a vu avant, s'il est à 80% ou à 100%, j'aurai saturé 100% de ces 2,4 ou j'aurai saturé
de ces 1,6, pardon, du gradient, 100% des 1,6. Et si j'ai que 50%, ben, j'aurais saturé que 50% de ces 1,6. Et ça va me permettre de faire des calculs qui sont barbares, qu'on fait même plus au niveau 4. La formule est ici, je vous la montre quand même, mais la tension, finalement, dans mon compartiment, ma tension d'azote en fin de plongée, c'est égal à ma tension initiale, parce que celle-ci, je ne l'ai pas perdue en plongeant, j'ai toujours mes 0,8, plus le gradient qu'on a calculé là ensemble, hein, le gradient qui était ce que j'ai au départ, plus ce que je pourrais faire rentrer, enfin moins ce que je pourrais faire rentrer, non, c'est ce que je pouvais faire rentrer moins ce que j'avais au départ, pardon. Et tout ça, je le multiplie par le taux de saturation, 100%, 50%, 40%, etc. Et ça va me donner finalement le taux d'azote que j'aurai dans un compartiment. Et ça va me donner une pression, d'accord? Donc la tension en fin de plongée, c'est celle du bateau, plus ce que j'ai accumulé au fond, qui est le gradient fois le taux de saturation. Bon, une fois qu'on en est là, on se dit toujours, ok, bon, on a compris maintenant on savait dans chaque compartiment combien on allait avoir de quantité d'azote qu'on avait dissous, combien on a pu le calculer, ce truc-là. Et bien, en remontant, la pression ambiante va diminuer. Donc, comme la pression ambiante va diminuer, eh ben, on va se retrouver avec plus de tension dans l'organisme que ce qu'on a à l'extérieur. Ça va vouloir sortir. Alors, Haldane, lui, il a fait un truc simple. Hein. Il a déterminé que le rapport qu'il pouvait y avoir entre la tension d'azote qu'on avait dans l'organisme et la pression à laquelle il y avait à l'extérieur, donc la pression ambiante, finalement, ne pouvait pas dépasser 2. Donc, pour éviter un dégazage anarchique, il ne fallait pas que la TN2 divisée par la PAPS, finalement, soit supérieure ou égale à 2. Si c'était supérieur à 2, si en faisant la tension que j'avais divisée par ma pression absolue, si je tombais sur un 2,5, eh ben, j'avais des bulles pathogènes qui seraient créées dans mon organisme. Donc il est parti de ce truc-là, il se dit un rapport de 2, ça me va bien. Si on est en dessous de 2, on n'est pas pathogène. Si on est au-dessus de 2, on va faire des bulles, on sera pathogène. Alors bien évidemment, depuis, grâce à toutes ces chèvres, toutes ces chèvres et tous les tests, et surtout maintenant les chèvres aujourd'hui, pendant très longtemps, les chèvres, ça a été nous. Hein, c'est nous qui avons continué à plonger, c'est nous qui avons eu ou pas des accidents et qui avons pu affiner tout ça. Et maintenant, chaque compartiment, chaque catégorie de compartiment a un seuil de saturation critique, donc a ce 2-là qui change, et le 2, sur certains, c'est 1,5, sur d'autres, c'est 2,6 en fonction des différents types de compartiments qui pourraient y avoir. Et à la fin de tout ça, comme tous les compartiments n'ont pas exactement la même quantité, on va pouvoir déterminer quel est le compartiment qui nous impose du palier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir regarder en fonction de la saturation qu'on avait et de la pression à laquelle on se trouve, est-ce que ce compartiment-là, je peux le mettre sur le bateau? Si je peux le mettre sur le bateau, je sors. Je vais regarder un autre compartiment, le C5, celui-là, je peux le mettre sur le bateau, je sors. Le C10, je peux le mettre sur le bateau, je sors. Le C12, le C12, mince, quand je fais le calcul, je me retrouve avec une valeur supérieure à sa saturation critique. Donc, je suis obligé de rester au palier pendant un petit temps qui va faire que ma tension d'azote dans ce tissu-là, dans ce compartiment-là, la tension d'azote va baisser, et en baissant, ça va me permettre de retomber sous le seuil de saturation critique et de monter sur le bateau. Et avec tout ça, ça m'a permis de faire une désaturation complète. Donc ça, cette méthode, elle va nous permettre de connaître à chaque instant la tension d'azote dans chaque compartiment et la pression ambiante qu'on ne doit pas dépasser pour chaque compartiment. Et si la pression ambiante, c'est 1, c'est nickel, on peut se retrouver sur le bateau et ça va bien se passer. Et puis si c'est la pression ambiante, c'est 1,3, celle qu'on ne doit pas dépasser, 1,3, c'est 3 mètres. Et puis on n'aura pas le droit de dépasser 3 mètres. Puis si c'est 1,6, ça sera 6 mètres. Et puis du coup, on va se retrouver dans ces profondeurs à laquelle on n'a pas le droit d'aller au-dessus pour ne pas risquer un dégazage anarchique. Le compartiment qui nous bloque sous l'eau, c'est celui qu'on appellera le compartiment directeur. Le compartiment directeur peut évoluer pendant le palier, ça peut passer de l'un à l'autre, mais heureusement, tout ça, on n'est pas obligé de le calculer. C'est nos ordinateurs qui le calculent. Ils ne le calculent pas en nous disant c'est tous les 3 mètres. L'ordinateur, il va nous dire qu'il faut vous arrêter en dessous de 1 mètre ou de 1,20 m. Vous n'avez pas le droit de dépasser ces 1,20 m, mais pour des raisons faciles, on fait les paliers tous les 3, 6, 9, etc. etc. C'est pour ça que Didier vous a parlé d'un ordinateur Sunto, par exemple, qui ne vous donnait pas des paliers à 3 mètres ou à 6 mètres, mais qui vous donnait une profondeur à ne pas dépasser quand vous êtes en train de remonter et qui en permanence remonte tout doucement vers la surface, parce qu'en permanence, elle calcule dans chaque compartiment quel est celui qui vous permet de monter le plus haut, celui qui vous bloque le plus profond en tout cas, et ça remonte petit à petit jusqu'à temps que vous ayez suffisamment soufflé
pour évacuer cet azote que vous avez accumulé au cours de votre plongée. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. J'espère avoir réussi à être à peu près clair. Ce n'est pas forcément le plus facile. Je reviens, je départage mon écran. Je dis coucou tout le monde si jamais vous êtes endormi. Vous pouvez remettre mon micro si vous avez des questions par rapport à cette présentation. Je suis disponible. J'ai vu qu'Hello avait beaucoup rigolé, donc je pense qu'il y a dû y avoir deux, trois choses sympathiques qui ont dû s'afficher dans la conversation. Non, en termes de questions, il y avait une question de FX qui demandait sur les... Quand tu regardes sur un ordinateur, un PC, tes courbes de plongée avec les logiciels, on voit des compartiments en général en bas, et si tu fais défiler ta courbe de plongée, tu vois les compartiments qui se chargent et se déchargent. Et il demandait si c'était bien ça, et c'était juste avant que tu présentes tes compartiments avec le chargement-déchargement. Donc je pense que ça répondait bien à sa question. Et après, il y avait une question d'Eugénie à laquelle je n'ai pas su répondre. Non, elle disait, mais ce qui fait que après 12 heures entre chaque plongée, on est encore saturé. Parce que est-ce qu'il n'y a pas des compartiments plus longs que 12 heures? On a parlé de 12 heures, soit de compartiments de 2 heures, donc avec une désaturation à 12 heures. Et est-ce que de se donner 12 heures entre deux plongées, est-ce qu'on était suffisamment safe ou pas? Alors, c'est une excellente question. C'est une excellente question, Eugénie. Au niveau des tables de plongée, ils sont partis pour les calculs sur des compartiments de 120 minutes, donc 12 heures pour être arrivé à une désaturation complète. Ce qui explique que les tables nous donnent 2 plongées par jour, parce que là, on arrive encore à savoir ce qu'on avait au départ. Je vous ai épargné la TN2 initiale qui pouvait être modifiée en fonction de la deuxième plongée, mais ça va nous permettre d'arriver à savoir où on en est exactement après nos 2 plongées et de se dire, entre 2 journées, on aura eu 12 heures d'intervalle de surface. Donc, quand on repart le lendemain, on repart à 0. Mais comme on sait pertinemment que ça, c'est théorique, parce que ce modèle mathématique est théorique, et effectivement, tu l'as très bien deviné, il y a des compartiments qui sont plus longs que des compartiments 120 minutes encore dans notre organisme. Et c'est pour ça que dans les tables, finalement, ce qu'on se dit, c'est que ces compartiments-là, qui sont peut-être des compartiments au lieu de 120 minutes, qui sont peut-être des compartiments, on peut imaginer, de 300 minutes ou de 400 minutes pour arriver à se charger et se décharger. Et 400 minutes fois 6, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de minutes. Et du coup, effectivement, le lendemain, on n'est pas à 0. On n'est pas vraiment à 0. Donc, dans l'étape de plongée, la procédure, c'est qu'au bout de 5 journées de plongée consécutives, il faut une journée de repos. Et cette journée de repos, elle sert à décharger les compartiments qu'on n'a pas calculés finalement. C'est la journée qui permet, on évacue tout ça et on se remet réellement à 0. Alors, dans les ordinateurs, il y a des ordinateurs qui prennent des compartiments, dans leur calcul, des compartiments plus longs que des compartiments 120 minutes et qui font ça en fait. Voilà, donc j'ai Thierry qui me dit le compartiment Bullman comporte 16 compartiments et le plus grand est de 635 minutes. Donc 635 minutes, vous imaginez bien qu'il faut 6 fois 635 minutes pour être chargé à 100%. Et il lui faudra beaucoup plus de temps que ça pour arriver à se décharger. Et ce qui fait que, inversement, plus les compartiments sont longs, moins ils se chargent pendant la plongée. Donc, le très peu d'azote qui s'est chargé dans ce compartiment long, et en particulier dans le 635, en fin de compte, c'est pas ce qui va poser problème, parce que oui, il faudra longtemps pour le décharger, mais de toute façon, comme il se décharge très lentement, il se charge lentement et se décharge très lentement, c'est pas lui qui posera des problèmes. En fait, on n'arrivera jamais à saturation sur ce type de plongée, de compartiment. On plonge 40 minutes, c'est pas lui qui va poser problème. On ne peut pas dire qu'il posera aucun problème, sinon on ne le prendrait pas du tout en considération en fait. Il pourrait être amené à poser problème quand on fait une grosse répétition de plongée, notamment lors de séjours plongés où on va plonger 3 fois par jour et qu'on va se mettre la tronche dans l'eau sur des plongées qui sont longues, du coup qui sont saturantes et qui sont répétées et sans prendre de temps de repos. D'où l'importance finalement quand on part un petit peu en voyage un peu loin, etc., de faire au moins un petit break de plongée, histoire de se désaturer un petit peu et de se remettre et de s'alléger un petit peu les compartiments. Et même quand on part 15 jours en voyage, on ne fait jamais 15 jours de plongée tous les jours. Il y a toujours une journée un petit peu break au milieu qui permet de désaturer un petit peu justement ces compartiments longs
qui ne sont pas les compartiments qui vont provoquer un accident de manière comme ça instantanée, mais qui peuvent amener quelques désagréments, notamment au niveau des articulations ou des choses comme ça, sur du long terme, sur de la répétition, sur une accumulation, on va dire. C'est Eugénie, là. Du coup, c'est clair, merci. Par contre, j'ai une question. Alors, j'ai loupé le cours sur les ordis que je n'ai toujours pas rattrapé, mais un coup de pas. Du coup, par rapport aux ordinateurs, j'imagine qu'il y en a avec différents modèles. Donc, en fonction de l'ordinateur que tu vas choisir avec le modèle qui est intégré, tu vas devoir te taper plus ou moins de paliers, en fait. Alors, c'est plus ou moins ça. En fonction des modèles d'ordinateurs qu'il y a, ils vont être plus ou moins restrictifs, ou voilà, avec un conservatisme plus ou moins important. Il n'y a pas une différence qui est énorme en termes de modèles mathématiques, parce que j'ai envie de dire que chaque fabricant a son petit truc en plus à lui, mais malgré tout, les 3/4 des modèles d'ordinateurs sont basés sur des modèles qui sont des modèles haldaniens ou Bullman, qui de toute façon est une dérivée aussi du modèle haldanien. Sur quelques autres types d'ordinateurs qui sont vraiment des ordinateurs tech, on va avoir des systèmes qui sont complètement différents sur des approches complètement différentes de la saturation et de la désaturation qui vont nous donner encore des éléments différents, mais finalement, ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on plonge encore avec Aldan, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des nouvelles approches au niveau de la saturation et de la désaturation, on s'aperçoit qu'on n'est jamais vraiment très loin du modèle haldanien, et on n'est jamais vraiment très loin de ce qui fonctionne à travers le modèle haldanien. Donc aujourd'hui, tu n'auras pas d'ordinateurs qui vont te dire tu vas avoir beaucoup plus de paliers parce que tu as tel modèle à l'intérieur, ou beaucoup moins de paliers parce que tu as un autre modèle à l'intérieur. Okay. Par contre, et ce qui peut se passer par contre dans les ordis, c'est que tu en as qui vont prendre en compte de manière beaucoup plus précise, avec une fréquence d'échantillonnage beaucoup plus rapide. Tu as des ordinateurs qui vont échantillonner toutes les 5, 3, 4, 5 secondes. Donc ça veut dire qu'en permanence, ils vont savoir où tu es, et ils vont pouvoir voir si par exemple tu as fait un yo-yo, notamment les moniteurs qui font des yo-yo là. Des fois les moniteurs ils font des yo-yo avec vous pour une plongée de formation, et eux ils ont plus de paliers que l'élève qui est en face, parce que l'élève en face a un ordinateur qui fait un échantillonnage peut-être toutes les 30 secondes, et qui du coup va moins s'apercevoir qu'il y a eu une grosse différence de pression et qu'il y a eu un yo-yo, et du coup il le prendra moins en compte dans son calcul, alors que les autres vont le prendre en compte de manière un peu plus précise. Ok, ouais. Mais globalement, tous les ordinateurs de plongée ont à l'intérieur un modèle qui permet de plonger de manière sécure. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Oui, il n'y a pas tellement. Même s'il y a plusieurs modèles, la différence elle est minime en fait. La différence des modèles mathématiques à l'intérieur d'un ordinateur, ça fait vachement plaisir à celui qui se passionne du calcul et des modèles d'ordinateur et qui veut plonger à tout prix avec tel type ou tel type de modèle de DSAT. Mais pour la plupart des gens, personne ne sait le modèle qu'il a dans son ordi, quoi. C'est pas le plus important. Et les marges de sécurité qui sont mises sur ce modèle, parce que les modèles sont forcément faux et donc il y a des marges de sécurité. Ces marges de sécurité font que les petites subtilités entre modèles sont englobées dans cette marge. Et au final, ils réagissent tous à peu près pareil. Par contre, si on allait vers la plongée plus technique, trimix, etc., il y a sans doute des modèles plus adaptés et différents, mais nous, en plongée loisir, tous les modèles sont équivalents. Après, il y a un peu de marketing, de choses comme ça. Ouais, ok. Bon, merci. De rien. Vous avez d'autres questions? J'ai endormi tout le monde, je crois. Une remarque de Thierry Roure, qui était surpris que tu n'aies pas encore cité Scuba Pro. C'est vrai que mais ça allait pas tarder, mais bon, si tu veux, en ce moment j'ai un peu de soucis avec mon fond d'écran, si tu veux. Ah bah tu vois, mieux. J'ai vu apparaître Christophe qui avait peut-être une question. Remets ton micro, Christophe. Ouais, il voulait juste qu'on le voit. C'est bien, faut se remettre dans les maths, quoi. C'est ça le problème, les gars. Exactement. J'ai essayé de pas aller très loin. J'ai plein d'exercices pour ceux qui ont envie de s'amuser à calculer des compartiments directeurs. J'ai des exercices à vous envoyer.
Non, avec des fractions de période. C'est beaucoup plus amusant qu'en période entière. Il y a FX qui propose de partager son écran pour montrer justement l'écran qu'il a sur son PC quand il regarde. Avec plaisir, FX. Ouais, je vais voir si ça marche, si j'ai le droit de partager. Normalement, tu as le droit. Bon, il y a tous les droits sur celui-là. Bah, j'ai pas l'impression, dis donc. Il faut qu'il te donne les droits. Ah, il faut peut-être que tu me donnes les droits parce que je Normalement, n'arrive pas à sélectionner ce que je veux là. Tout le monde peut présenter, logiquement. Bah, écoute, Ah oui, c'est parce qu'on est sur Internet, c'est pour ça. C'est possible. Ouais. T'as pas l'application là tout de suite? Non, sinon ça marche pas chez moi. Bon, bah, c'est pas grave. Mets ta caméra déjà, qu'on te voie. Voir si une fois que tu partages déjà ta caméra, tu peux peut-être en faire un peu plus. C'est possible. Non, il veut pas. Non. Envoie le fichier par mail peut-être. Ouais, si tu peux envoyer le fichier. Moi, je t'envoie une copie d'écran. Ouais, mais tu ne pourras pas le montrer en direct. Non, mais je ne pourrais pas le montrer en direct. Ça sert à rien. D'accord. Ouais, non. Non, bah tant pis. En plus, elle était pas très belle, cette plongée. C'était super intéressant, mais. Tant pis. Voilà. C'est qui l'utilisateur inconnu? Ok, Eugénie, bah écoute, à bientôt. Eugénie qui nous quitte. Elle a eu ses réponses. Voilà. Si vous avez. Elle est partie regarder la vidéo sur les ordi. Si vous avez d'autres questions, je suis preneur. Sinon, bah, je vais couper l'enregistrement. Ça sert à rien que l'enregistrement tourne pendant 2 plombes. Ah, Christophe? Ouais. Non, question? Je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup. C'était top, franchement. Bon. Si ça t'a plu, tant mieux. Faut tester maintenant, sous l'eau. On va tester les calculs compartiments sous l'eau, ça peut être compliqué. C'est un bon test de narcose, par contre. Voilà, 40 mètres, c'est sympa, ouais. Évitez de tester la sursaturation ou la sursaturation critique. Ça peut vite être compliqué. Ouais. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée. Bon, bah, je vais couper l'enregistrement, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Et les gens commencent à partir tranquillement. Hop. Ouais, c'est impeccable, merci. Bonne soirée.